Bonjour à tous, bienvenue sur lifestylers.fr. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Jean Rivière de Web Marketing Junkie. Voilà, tout à fait. Comment ça va Jean? Bah, écoute, très bien, on se détend, on boit une petite bière, c'est le week-end. En fait, pour vous expliquer, donc on est en Roumanie, donc pas très loin d'où Abidjan, en plein milieu de la Transylvanie. Là on est à Cluj, on se prépare à sortir un petit peu après une petite semaine de travail. Voilà. Comment ça t'est venu en fait l'idée de la Roumanie, de quitter la France, de partir t'installer? Alors, c'est une longue histoire. Alors, c'est vrai que quand on dit Roumanie, c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on a. On a un peu l'impression qu'on va se faire égorger derrière un buisson et qu'on va se faire vider le sac à main. Moi, je suis dans une partie de la Roumanie. Alors, faut venir en Roumanie, ça n'a rien à voir avec l'image que ça a. Ça n'a rien à voir. Voilà. Moi, je suis parti. En fait, c'est la première fois où je suis parti de France en 2004. C'était un moment où j'avais plus ou moins rien à perdre, rien à laisser derrière, et je suis parti avec un ami sur un projet pour travailler avec c'était un projet avec des Français qui bossaient dans le web et qui étaient installés là-bas. Et on ne savait pas si on allait partir 2 semaines, si on allait partir 3 semaines ou si on allait rester plusieurs années. Simplement on a pris un sac et on s'est barré et voilà. Moi j'étais resté au final 5 ans là-bas, j'ai vécu dans 3 villes différentes entre 2004 et 2009. Et voilà, après je suis revenu en Europe de l'Ouest, j'ai vécu aussi à Bruxelles, après je suis parti en Thaïlande, je suis parti un petit peu en mode, voyage, digital nomade, voyageur professionnel, je sais pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, il est arrivé un moment où j'ai passé 1 an et demi donc à dormir un peu dans les chambres d'hôtel un peu partout et à voyager non-stop. Et ce qui s'est passé après ça, c'est que j'avais besoin un petit peu d'avoir un chez moi et de revenir un petit peu au mode de vie un petit peu plus normal, ou en tout cas d'avoir, je sais pas, son lit, son placard perso, que ce soit pas un hôtel et que ça soit chez soi. Et du coup c'est vrai que je me suis posé la question entre pas mal de pays, j'ai réfléchi notamment au sud de l'Angleterre, j'ai réfléchi à la Hongrie, à plusieurs endroits comme ça que j'aimais bien, simplement là où je me sens le plus chez moi, même ça peut paraître un peu bizarre, c'est ici, en Transylvanie, parce que tout ce qui m'est arrivé d'important est plus ou moins arrivé ici, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau business. Au niveau business, j'ai monté la plupart de mes gros projets, je les ai montés ici. Tout ce qui m'est arrivé, c'est arrivé plus ou moins ici, j'ai mes repères et voilà. Donc j'ai décidé d'acheter un petit chalet au fin fond de la campagne en Transylvanie, dans un coin c'est rien d'extraordinaire, c'est pas la 8e ou je sais pas combien il y en a, merveille du monde, voilà. Je crois qu'il y en a 7, mais donc l'expression pour la 8e était pas mal. Et t'as construit un petit chalet où t'as monté tout donc vidéo, il fait un petit truc tranquille dans la campagne, c'était un rêve de gosse, j'avais failli le faire à un moment juste après mes études et finalement ça c'était pas, j'avais commencé à rénover, alors là c'était en Bretagne, une fermette en Bretagne et finalement il se passe des trucs et ça n'avait pas pu se faire et donc c'est un peu un rêve de gosse que j'ai réalisé, que j'ai fait ici parce que j'ai des souvenirs ici, je me sens bien ici. Et mais ça va pas m'empêcher de continuer à partir parce qu'ici le gros problème c'est pas qu'on se fait égorger derrière les buissons, ça c'est un mythe, c'est pas qu'il y a Dracula qui on le cherche depuis quelques jours, je trouve pas le machin. Le problème c'est, le gros souci c'est vraiment l'hiver, c'est le froid, voilà, ça caille, il y a de la neige partout, c'est sympa une semaine pour Noël et tout avec le sapin de Noël et la neige, simplement après à partir de la semaine, il fait froid et donc du coup moi j'ai envie de continuer aussi à voyager tout en gardant un chez moi et le fait de voyager l'hiver justement ça permet d'échapper un peu au froid. Moi j'ai bien accroché avec l'Asie du Sud-Est et j'aime beaucoup la Thaïlande notamment. La Thaïlande notamment, cette année je vais aller au Japon aussi, on sort d'Asie du Sud-Est, on sort de la région, mais en Asie du Sud-Est c'est la saison qui est la plus agréable, c'est quand il fait froid ici, donc ça se combine bien et c'est partir là-dessus quoi. L'enchaînement. Comment ça t'est venu finalement l'idée de Web Marketing Junkie? Comment t'es passé de ce que tu faisais avant au niveau business sur le web? Parce que ça fait 10 ans que tu vis tes business sur internet. Web Marketing Junkie, c'est né de quoi? Web Marketing Junkie, au départ, c'était un projet un petit peu à côté, c'est-à-dire que j'avais pas pour objectif, même pas d'en vivre, c'est-à-dire même pas de le rentabiliser. Dans les premiers 2 mois, c'était simplement, l'idée c'était de rédiger des articles, dire des trucs que j'avais envie de partager un petit peu sur le marketing, sur des expériences que j'avais eues, sur des techniques que j'avais appliquées et qui pouvaient servir à d'autres gens. Et il s'est trouvé qu'il y a des gens qui ont vraiment suivi le truc et que moi, vu que c'est un sujet qui m'intéresse parce que je bosse là-dedans, j'ai évolué dans le domaine. Alors il y a eu des hauts, il y a eu des très très hauts et des très très bas. Il y a eu, comme dans tous les business.
Simplement, j'avais pas mal de trucs à partager là-dessus, il y avait des gens qui suivaient, donc je me suis dit, bah tiens, ça serait sympa de au moins lancer quelques produits pour voir un petit peu comment ça répond. Effectivement, ça a bien répondu. Ouais, ça a décollé très très vite. Voilà. Et il y a un moment, je me suis vraiment investi. Du coup, vu que j'ai vu que ça suivait derrière, j'ai un peu changé d'optique et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas continuer là-dessus et concentrer mon attention là-dessus et monter vraiment un business autour de ça, quoi. Tu aurais des conseils justement à donner à des blogueurs peut-être ou des gens qui montent un business en ligne sur des bonnes façons de démarrer ou du moins de passer, de franchir le premier cap et d'obtenir vraiment des premiers résultats qui sont Alors je pense que, comment dire, j'ai un peu une image là-dessus qui est bonne ou mauvaise ou j'en sais rien, enfin moi c'est comme ça que je bosse, après on en pense ce qu'on veut, j'ai un peu l'image de faire un peu les trucs dans mon coin et d'être un peu dans ma grotte, voilà. Donc c'est pas ce que je conseille, d'ailleurs je suis pas dans ma grotte, simplement j'ai une façon de bosser, etc. Je m'étends pas là-dessus, simplement l'idée derrière ça, et je pense c'est pour ça qu'il y a cette image là qui est pas forcément mauvaise dans le sens où c'est un peu l'USP ou j'en sais rien du pour truc. les gens c'est l'unique selling proposition. C'est ce qu'on fait différemment des autres en fait et qu'on propose en client. Bon, sans rentrer dans les détails, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui se lancent dans le blogging ou dans n'importe quel type de business en ligne et qui font exactement la même chose que tout le monde. Voilà. Le problème, alors la même chose que tout le monde au niveau technique, au niveau présentation du site ou au niveau les process ou la façon de bosser ou la façon de présenter un article, même la longueur de l'article, par thématique. Dans une thématique, il y a une longueur d'article standard, il y a tous ces standards-là. Et en allant plus loin que ça, sur le plan du contenu, sur le plan du qualitatif, il y a un problème qui est bien plus important, surtout quand on commence, c'est que la plupart des gens qui commencent, ils vont plus ou moins produire le même contenu, ou en tout cas aborder les mêmes thématiques et les mêmes concepts que les autres, qui sont parfois déjà dans le business ou sur la thématique depuis les débuts du web, voire très souvent sur beaucoup de thématiques, même pré-web, enfin avant web, des gens qui ont écrit des bouquins, des gens qui, et qui sont déjà là, et ils vont répéter leur message, mais forcément, vu qu'ils commencent et vu qu'ils démarrent, ils vont pas avoir les gens vont pas accrocher aussi bien parce qu'ils vont peut-être être moins à l'aise, on le sent dans les articles, on le sent dans les vidéos, etc. Et du coup ils vont se retrouver en fait un petit peu comme... une sorte de copie un petit peu en dessous finalement, voilà, c'est ça, de ce que font les blogueurs ou les gens qui ont un business en ligne qui est déjà un peu plus affirmé, plus ancien, enfin en gros qui sont au niveau top sur la même thématique. En fait. Voilà, c'est ça, donc en fait ils vont se retrouver dans une sorte de... Enfin ils vont se retrouver enfermés dans un truc qui est en fait un sous-produit d'un autre truc qui existe en mieux. Donc quelle est la raison d'aller les voir s'il y a un autre truc qui existe à côté qui est mieux fait et avec quelqu'un qui a plus de crédibilité aussi parce qu'il est peut-être là depuis plus longtemps, peut-être parce que il a plus de gens qui le suivent, j'en sais rien. Et l'idée derrière ça, c'est simplement, de trouver soit ce que les autres ne font pas, soit d'ajouter quelque chose que les autres ne font pas. Et c'est pas forcément sur le plan des compétences, parce qu'on peut parler de choses extrêmement simples. Il y a des blogs sur des trucs, j'en sais rien, j'ai pas d'exemple sous la main, mais si on parle, si vous faites un blog sur les recettes pour faire du yaourt bulgare, vous n'allez pas forcément avoir une audience de fou, je vous préviens tout de suite, mais il n'y a pas 15 000 façons, même en étant depuis 40 ans dans le yaourt bulgare, on n'a pas forcément des concepts ou des trucs qui sont énormes et qui sont hyper novateurs par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. Maintenant, si le gars qui a un blog sur le yaourt bulgare, il a vécu en Bulgarie et qu'il a toute une histoire de malade à raconter autour de ça, les gens ils vont accrocher à quelque chose qu'on va pas retrouver ailleurs, qu'on va pas retrouver peut-être chez un expert qui est déjà là depuis 20 ans ou qu'on va pas retrouver chez le blog moyen ou le site moyen de la thématique. Et l'idée en fait qui est très important, et je pense que beaucoup de gens se perdent un petit peu là-dedans, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont chercher prennent les choses un petit peu à reculons, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des techniques, ils vont chercher des astuces qui fonctionnent mais qui vont pas les aider beaucoup. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, on en parlait un petit peu à un moment tous les deux, avant la vidéo, tout ce qui est prix psychologique par exemple. Alors est-ce qu'il faut que je finisse mon prix par un 9 ou par un 7 ? Est-ce qu'il faut que, je mette le bouton de ma page qui présente mon produit, est-ce qu'il faut que je le mette en rouge, ou est-ce qu'il faut que je le mette en vert, ou est-ce qu'il faut que je le mette en jaune, ce genre de truc. Alors effectivement, là-dessus, sur ce genre de truc, il y a énormément de tests que moi j'ai fait, que d'autres ont fait, que tout le monde fait, que vous pouvez faire chez vous, Il y a plein de gens qui ont passé énormément de temps, il y a des bouquins, il y a des formations, moi j'en ai fait aussi sur ce genre de sujet, des sujets très techniques, plus au niveau de l'astuce,
qui peuvent aider et qui peuvent effectivement améliorer les résultats. Le problème, c'est que si on a quelque chose qui ne va pas faire vibrer les gens derrière, qui ne va pas accrocher les gens derrière, ça va pas suffire. Ça, c'est un truc qui vient en deuxième plan, ça c'est un truc qui vient après. Et on voit beaucoup de gens qui se jettent un petit peu dans le blogging, dans la création de sites, qui commencent à monter un truc et qui se focalisent uniquement là-dessus. Et ça se voit très souvent qu'il y a un gros problème au niveau du message, qu'il y a un gros problème au niveau de ce qu'ils proposent aux gens, qui n'est pas forcément ce que vraiment les gens en face d'eux veulent ou ont envie de voir, qui n'est pas forcément non plus quelque chose qui va vraiment les différencier. Et la différenciation, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, mais là où elle est la plus importante, c'est quand on commence, parce que sinon, si on n'a pas ça, on va se retrouver comme un peu un sous-produit de gens qui font la même chose en mieux, et du coup, le seul plan sur lequel on peut se battre, c'est le plan des prix, et donc on va se retrouver dans un truc où on va vendre des machins à 2-3 euros, et voilà, on va pas en sortir, parce que forcément, quand on commence, on n'a pas forcément une super audience, etc. Donc, l'idée, c'est donc de créer un message, de créer un truc de base, savoir ce qu'on va dire, et comment on va le rendre différent des autres, et comment on va faire vibrer les gens, et comment on va leur transmettre quelque chose qui leur donne envie de nous suivre, avant de s'intéresser à des techniques, à des machins, est-ce que je mets tel bouton à droite ou à gauche, est-ce que je mets ça en rouge, est-ce que je mets ça en vert. Voilà. En résumé, vraiment travailler sur le positionnement web marketing, l'image de marque, la différenciation par rapport à ce que font les blogs concurrents sur la thématique ou les autres gens sur le web, et puis vraiment sur le contenu aussi. Une des choses sur laquelle on parlait là, dans la semaine, c'est la façon aussi pour les gens qui ont un petit peu de mal à présenter du contenu vraiment de très bonne qualité, plutôt que de faire un petit peu de la sorte de sous-copie, comme on disait à l'instant, de ce qui se fait ailleurs sur le web, c'est d'aller chercher des sources, soit à l'étranger, soit sur d'autres sites étrangers, par exemple, ou dans des lectures, des choses comme ça, et de réadapter ça un petit peu à leur sauce, à votre sauce, en fait, en mixant un petit peu ces idées-là. Alors oui, il y a plusieurs façons de se différencier. L'idée, quand on parle d'image de marque, c'est il faut vraiment faire attention. Alors quand on commence à lire des bouquins sur le branding et tout, on lit des trucs sur voilà, il faut, on va faire une charte graphique, on va avoir un ton duquel on va pas sortir, comme une ligne éditoriale, par exemple pour un blog, de la même manière qu'on peut le trouver dans un journal ou un magazine. Je pense que ça va bien au-delà de ça. Et que ça, à la limite, c'est important, mais c'est pas, on peut se retrouver même un peu bloqué par ça, et c'est-à-dire avoir peur d'essayer des choses nouvelles. Je pense que l'identité d'une personne ou d'une marque, elle va au-delà de ces choses-là, et justement, elle est liée au contenu, c'est-à-dire le message qu'on va transmettre aux gens. Et sur le contenu, justement, l'idée, très souvent, et ce qui peut vraiment changer la donne, c'est de se concentrer. Alors là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur là où tout le monde se concentre, c'est-à-dire on parlait de petites astuces et tout, et là, je disais que voilà, c'était peut-être plus intéressant de se concentrer sur la création d'une identité, d'un message qui est différent. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer là-dessus, c'est-à-dire avoir un joli logo, mettre le truc en vert plutôt qu'en bleu, et puis avoir une charte graphique, etc., avoir un ton, une ligne éditoriale, bien au-delà de la ligne éditoriale et tout ça, il y a où est-ce qu'on va trouver son inspiration, et où est-ce qu'on va faire germer ces idées, où est-ce qu'on va trouver les germes des idées et des concepts qu'on va transmettre aux gens. Et très souvent, la plupart des gens, dans un marché, et de plus en plus maintenant, trouvent leurs idées, trouvent leurs concepts et trouvent les contenus qu'ils partagent aux mêmes endroits. Et alors, ça dépend un peu des thématiques. Regardez par exemple toutes les thématiques liées à ce qu'on appelle les nouvelles technologies, bien qu'elles soient plus très nouvelles, mais regardez par exemple tous les gros blogs technologiques sur, ceux qui vous sortent des articles sur les dernières news, je sais pas, d'Apple, d'Android, les dernières news de Facebook, ce qui a changé sur Facebook, ce qui a changé sur Twitter, etc. Vous voyez ce genre de choses. Les gens qui sont un peu dans cette thématique, vous êtes peut-être dans cette thématique d'ailleurs, vous qui regardez cette vidéo, en général, restent complètement scotchés sur ce qu'ils appellent la veille, c'est-à-dire avoir, je sais pas, il y en a même qui ont genre 3-4 écrans et qui vont suivre les derniers trucs sur Twitter, sur Facebook, sur machin, etc. Enfin, surtout sur Twitter d'ailleurs, dans ce domaine-là. Donc ils vont suivre, je sais pas combien de comptes, qui vont se faire des listes, qui vont suivre des machins par hashtag, qui vont etc., qui vont être des gros geeks de Twitter. Et le gros problème de ça, même si effectivement on peut trouver des infos de qualité là-dessus, c'est pas le problème. Le gros problème de ça, c'est que les informations dans ce type de source sont classées par le plus récent. Voilà, donc c'est toujours le plus récent qui est au-dessus. Le problème, c'est que le plus récent, tout le monde le voit. Je veux dire, on vit dans un espace-temps qui est à peu près pareil pour tout le monde, c'est-à-dire que si on est, je sais pas, le 23 mars 2018, et ça va être le 23 mars 2018 pour vous, pour moi, pour toi, pour la voisine, pour le gars d'en dessous, etc. Donc le problème, c'est que tout le monde tombe avec ce système-là et avec
ce qu'on appelle la veille, ce que certains appellent la veille, qui, voilà, souvent c'est un mot qu'on met un petit peu sur, enfin pour pas mal de gens, c'est des gens qui sont complètement accros à ce truc-là, qui sont toute la journée sur Twitter, dans le bus, dans les chiottes, un peu partout, et qui vont dire, ah bah non, mais je fais de la veille, donc c'est sûr que ça donne un... Voilà, bon. En sortant du truc, c'est vrai que le problème, c'est ça, c'est que tout le monde, du coup, va avoir exactement les mêmes sources d'informations. Tout le monde, du coup, va se retrouver avec les mêmes infos, les mêmes news, et ce qui va faire la valeur d'une info, ça va être le fait qu'elle est récente, en fait. De la même manière que ce qu'on regarde aux infos, ce qu'on regarde dans les journaux, tous les journaux ont les mêmes sources, enfin pas les mêmes sources, mais c'est les mêmes choses qu'on va retrouver un peu partout. Le problème avec ça, c'est que ça oblige à toujours être à la pointe de l'actu. Premièrement, c'est ça, et deuxièmement, c'est que on va forcément sortir le même truc que tout le monde. Regardez par exemple sur les blogs techno dont on parlait, à l'heure où on fait cette vidéo, vous la regardez peut-être plus tard, maintenant ça commence déjà quand même à faire un petit bout de temps, mais il y a iOS 7, donc le iOS 7, le dernier système d'exploitation, je sais pas si on appelle ça comme ça, enfin, voilà, la dernière nouvelle version du truc pour iPhone et iPad qui est sortie, voilà. Alors moi j'ai pas regardé, mais probablement le jour où un truc comme ça sort, tout le monde en parle en boucle, et on n'a même pas besoin d'aller voir, on sait de quoi ils vont parler. Alors évidemment, on aura peut-être un avis différent sur un blog et sur l'autre, n'empêche que les sources sont exactement les mêmes, et du coup, voilà, ça devient même facile de créer une différence. Et la différence, elle peut se créer là-dessus, c'est-à-dire sur l'endroit où est-ce qu'on va chercher ses sources. Et très souvent, dans une thématique, en ce qui concerne le blogging, surtout sur le marché francophone, ou le marché un peu plus petit, et on va retrouver, je sais pas que ça soit la thématique, alors j'en sais rien, mais sur le marketing, sur les nouvelles technologies comme ça, sur pas mal de choses, même les, je sais pas, même les blogs un petit peu liés au loisir, très souvent, tous les blogueurs vont se fournir aux mêmes sources d'informations. C'est-à-dire qu'ils vont manger les mêmes informations, et donc forcément ce qu'ils vont digérer, ce qu'ils vont ressortir, ça va être plus ou moins la même chose, même s'il y aura forcément un ton qui sera différent, même s'il y aura une approche qui sera différente. Et il y a plusieurs façons de faire ça, de se différencier, mais l'une des façons de se différencier, c'est d'aller choisir ses sources, d'aller chercher ses sources ailleurs que tout le monde le fait. Voilà. Donc ça peut être, si vous parlez, je sais pas, si vous parlez bulgare par exemple, voilà, et que dans votre thématique il y a effectivement toute une école bulgare et qu'il y a des bouquins en bulgare qui sortent sur votre truc, et qu'il y a des approches qui sont hyper différentes de ce qui se passe sur le marché dans lequel vous parlez, par exemple le marché francophone, ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, il n'y a pas forcément grand chose en Bulgarie, alors après c'est vrai que souvent ce qui est intéressant, alors c'est si vous parlez anglais, ou en tout cas si vous lisez l'anglais, c'est d'aller chercher ce qui se passe sur le marché international, ou en tout cas en ce qui concerne les bouquins, les formations, les choses comme ça, et d'aller les amener sur le marché francophone. Le marché francophone, peut-être avec le marché espagnol, je pense, ouais, peut-être en Italie aussi un petit peu, alors après je connais pas tous les cas, mais on est l'un des seuls pays dans lesquels les gens ne vont pas spontanément chercher quelque chose sur Google dans leur langue natale. C'est-à-dire que dans une langue autre que leur langue natale. En France, on va pas, je sais pas, j'ai pas de pourcentage, il y a peut-être des études là-dessus. Voilà, la grande majorité des gens, ils ont un problème de chauffe-eau, ils vont pas aller chercher ça sur Google en anglais. Ils vont chercher ça en français. Maintenant, il y a énormément de pays, et notamment le pays où on est en ce moment, et d'autres pays où il y a moins d'habitants, il y a moins il y a moins de roumanophones que de francophones sur la Terre, voilà, et donc forcément il y a moins de contenu en roumain ou en hongrois ou en, je sais pas, en croate qu'il y en a en anglais. Et donc les gens spontanément vont aller chercher des infos en anglais, et du coup ils vont tomber sur, je sais pas, des produits en anglais, des bouquins en anglais, ils vont consommer beaucoup plus de contenu en anglais. Alors c'est pas forcément du contenu américain, c'est voilà, du contenu qui est fait par des gens qui le font en anglais, voilà, qui peuvent se situer en Bulgarie ou ailleurs. Simplement, très souvent en France, on est très fermé sur les trucs franco-français, écrits en français, produits en France, etc. Et du coup, c'est vrai que ça limite énormément les choses. Regardez par exemple sur Wikipédia, vous regardez, alors je ne me rappelle plus des chiffres, je ne retiens jamais les chiffres, mais le nombre d'entrées sur Wikipédia en français, c'est-à-dire le nombre de sujets qui sont traités et le nombre de sujets qui sont traités en anglais, il y a un fossé colossal. Voilà. Et donc, en matière de bouquins, c'est pareil, en matière de formation, c'est pareil, en matière d'idées, de concepts, etc. Si vous parlez anglais, vous pouvez aller trouver, et même si vous ne parlez pas bien, ça peut être un moyen de se motiver justement et d'aller, même de progresser en lisant et en écoutant des choses, aller chercher des choses qui se font sur le marché international et les apporter en France, évidemment, en les adaptant peut-être culturellement, en les adaptant ou simplement en s'en inspirant pour faire germer d'autres choses qui viennent de ça, etc. C'est une des solutions. L'autre solution, c'est sur le plan historique ou du temps, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure avec Twitter, les réseaux sociaux, et les news, c'est pareil, c'est-à-dire que la valeur, on amène de la valeur au contenu parce qu'il est récent. C'est le truc qui vient de se passer, quand on allume la télé avec les news, voilà, le truc, ça a de la valeur parce que ça vient de se passer, quoi. Si ça s'était passé il y a 20 ans, d'ailleurs, voilà, il y a plein de trucs qui sont passés il y a 20 ans, on n'en parle plus beaucoup. Voilà, simplement, si ça vient de se passer, même si c'est pas super important,
ça prend de l'importance à cause de ça. Et on peut aussi se concentrer, alors là je connais pas votre thématique à vous, mais en marketing par exemple, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, qui datent des années 50, qui datent des années, même avant les années 50, enfin quand les premiers, moi dans mon domaine à moi, les produits d'information par exemple, il y a les premiers produits d'information, j'ai pas de date, mais c'est au début du XXe siècle, entre les deux guerres, il y avait déjà eu des choses qui s'étaient faites. Alors c'est pas des trucs sur internet et tout, c'est pas des trucs, comment dire, il y avait des gens qui rédigeaient des sortes de guides qui les vendaient, ça se faisait dans les journaux à l'époque, donc il y avait des pubs dans les journaux, avec un petit coupon à découper machin, il y avait des gens qui faisaient des conférences, il y a des gens aussi issus du milieu du cirque à cette époque-là qui avaient fait des trucs de fou, enfin, il y avait, c'était des trucs de charlatans et tout, mais il y avait des machins énormes. Et après ça s'est développé dans le marketing direct par public postage, des trucs qu'on recevait à la maison, voilà, avec renvoyer le coupon, etc. Et puis après ça s'est développé sur internet. Mais il y a des choses, par exemple, moi dans mon domaine, si vous vous intéressez au web marketing, regardez un petit peu ce qu'a écrit Eugène Schwartz par exemple, ce qu'a écrit, alors Eugène Schwartz c'est un vieux de la vieille, après en moins vieux de la vieille vous avez Gary Albert par exemple, sur notamment le copywriting, il y a des trucs qui sont, alors c'est des trucs qui s'adaptent, enfin il y a vraiment des choses qui peuvent tout changer quand on y réfléchit de façon moderne, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est fait pendant des années. Si vous vous intéressez au marketing, si vous vous intéressez pas, vous pouvez peut-être sauter 10 secondes, je reviens tout de suite sur d'autres trucs qui sont plus intéressants pour vous, mais si vous vous intéressez au marketing, comment dire, il y a un passage qui s'est fait du marketing justement direct par public postage et tout, comme ça, les trucs qu'on reçoit chez soi ou qu'il y avait dans les magazines à l'époque et tout, à Internet. Et il y a un petit peu voilà, ce que moi j'appelle un peu les grands-pères du web, qui sont des gens qui ont passé toute leur vie, toute leur carrière en tout cas dans ce domaine-là, c'est-à-dire le marketing, voilà, on envoie des trucs aux gens, voilà, c'est du mailing en masse, mais version papier dans la boîte aux lettres. Et quand le web est arrivé, ça a été les premiers à se mettre là-dedans, puisqu'ils avaient déjà voilà, ils étaient déjà dans le métier. Voilà, celles qu'ils ont juste eu à déplacer. Voilà, il s'agissait simplement de modifier l'outil, d'utiliser un autre outil. Le problème, c'est qu'effectivement, maintenant, on arrive sur un petit peu autre chose, c'est-à-dire que les choses ont un petit peu évolué. C'est vrai que les vieilles pages de vente à la grand-papa qui copient exactement, alors il y en a encore qui utilisent par exemple la police de caractère courrier ou des trucs comme ça. Alors ça, justement, on le voit sur ces pages de vente à l'ancienne parce que c'était pour imiter les trucs qu'on recevait par public postage qui étaient écrits en général dans cette police de caractère, et ça vient encore d'un autre truc, c'est-à-dire que c'était à l'époque pour imiter un truc tapé à la machine, parce qu'un truc tapé à la machine c'est un truc un peu perso qu'on vous envoie. Donc du coup ça s'est répété. Voilà. On va conseiller d'écrire des emails, des emailing, tout à fait. De pas forcément mettre du graphisme dedans, voilà. mais vraiment de faire un truc un peu plus perso. Simplement, moi, je sais pas qui c'est la dernière fois qui t'a écrit en tapant la machine, moi il y a personne, voilà. Et donc le fait de l'avoir transféré comme ça sur plusieurs formats, voilà, ça, il y a un moment, il y a un décalage un petit peu. Par contre, là où c'est très intéressant, et là où on peut trouver énormément de choses, c'est sur tout ce qui concerne la psychologie, de la persuasion, sur, c'est des choses liées à la nature humaine qui n'ont pas changé. C'est-à-dire que tout ce qui est lié au format, on peut quasiment le mettre à la poubelle ou s'y intéresser sur le point de vue historique, mais tout ce qu'il y a derrière, par exemple, qu'on peut trouver chez Eugène Schwartz, qu'on peut trouver chez Gary Albert sur la persuasion, aussi sur la création de produits, sur la façon de présenter un produit par rapport à un problème et à une urgence, sur la sophistication du marché, sur l'éducation du marché, le fait qu'ils savent qu'il y a une alternative, s'ils sont au courant qu'il y a plein de trucs existants sur le marché ou que vous êtes le seul, enfin voilà, il y a énormément de choses comme ça qui sont qui sont vraiment, il y en a d'autres, il y a Scientific Advertising, je sais plus le nom du gars, ça c'est vraiment un bouquin de base, il y a énormément de vieux bouquins par rapport au marketing qui peuvent être une source de contenu gigantesque pour des blogs modernes, à condition d'adapter ça à des choses, à des formats modernes, et pas les conseiller aux gens d'écrire leur page de vente à la machine à écrire et d'aller les faxer, etc. à leurs clients, ou j'en sais rien. Bon, d'ailleurs, on l'avait vu, regarder un petit peu des marketeurs américains, notamment l'un de ces marketeurs un peu à la grand-papa qui a fait toute sa carrière dans ces moyens de diffusion-là avant Internet, qui maintenant travaille sur Internet. Effectivement, son truc, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment du boulot de qualité. Pour pas le citer, c'est Dan Kennedy. Maintenant, Dan Kennedy, vous allez sur son site, effectivement, il y a des pages de vente où si vous voulez commander le produit, il faut envoyer un fax, quoi. Voilà. Donc c'est un peu le truc, c'est-à-dire il y a des choses extrêmement, mais il y a des choses tellement intéressantes sur les concepts, sur les principes, sur les méthodologies. Simplement, il faut savoir les adapter. Et donc, pour faire le lien, alors excuse-moi, je te laisse pas du tout parler, je finis juste là, je te laisse parler. En même temps, je t'interromps, c'est le principe. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller justement chercher, c'est l'une des façons d'aller chercher des sources ailleurs
que la plupart des gens sur une thématique ou sur un marché, c'est le coût le truc historique, c'est-à-dire d'aller chercher avant, d'aller chercher ailleurs, ou l'autre façon, c'est plus ou moins de dire la même chose que tout le monde, mais le lier à une histoire personnelle. Par exemple, je sais pas, moi j'avais voyagé un petit peu, je sais pas, j'aurais pu jouer beaucoup plus là-dessus. Il y en a qui l'ont fait et qui l'ont fait très bien. Alors effectivement, c'est vrai que quand on est... moi j'ai voyagé donc, pendant 1 an et demi un peu partout en mode digital nomade, touriste à plein temps. Effectivement, ça colle tout à fait avec le marketing, avec mon site, avec mon blog, parce qu'il s'agit de prendre son indépendance financière et de partir un peu dans des trips perso et de pouvoir les financer, de pouvoir les rendre possibles aussi je parle aussi d'efficacité, donc le fait de réduire son nombre d'heures de travail, ça permet d'aller se balader, d'aller visiter des temples en Thaïlande ou j'en sais rien. Bon, donc le fait de lier ça à une histoire qui pour moi était le voyage, encore une fois il y a des gens qui l'ont mieux fait que moi et qui le font mieux que moi, ce truc là, parce que moi j'ai pas forcément, c'est vrai quand on sort de par exemple, je sais pas, de 10 heures d'avion, on n'a pas trop envie de prendre des photos, de raconter sa vie, de se filmer, machin, et du coup on est dans un autre truc, je sais que moi j'ai vraiment la séparation, c'est-à-dire soit je bosse, soit je suis en mode vacances où je visite un petit peu, je me balade, je rencontre des gens, mais j'ai du mal à me dire ah bah tiens je suis faut que je prenne une photo parce qu'il faut que je la mette sur mon blog, faut que ceci, faut que cela. Donc c'est pas forcément dans ma nature, c'est pour ça que j'ai un peu, j'aurais pu effectivement jouer beaucoup plus là-dessus. Mais il y a plein de gens qui ont une histoire comme ça qui peut être liée à leur thématique. Et même s'ils ne sont pas l'expert historique qui a passé 40 ans sur le sujet, qui a rédigé 5 mémoires et 10 thèses en 13 volumes sur le sujet, ils vont avoir quelque chose qui vont accrocher les gens vont se dire ah bah tiens celui-là ou celle-là elle a l'air d'être comme nous, plutôt qu'un expert ou qu'un gars qui est là dans sa bibliothèque en train de rédiger ses thèses, c'est quelqu'un qui est un peu comme nous et s'il a réussi en partant du point où on est aujourd'hui à arriver au point où il en est aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait qu'on s'intéresse à ce qu'il est en train de raconter. Voilà, donc c'est aussi une option. Alors il y en a probablement d'autres, mais ces trois voies-là, elles peuvent être intéressantes pour justement créer quelque chose de complètement différent. Et une fois qu'on a créé ça, là on va pouvoir s'intéresser à tout ce qui est technique, astuces, à savoir s'il faut mettre ses prix en 7 ou en 9, à savoir quel genre de quelle couleur on va utiliser sur un bouton acheter ou ce genre de choses, mais qui viennent vraiment après, qui viennent pas au début, qui viennent pas quand on n'a pas travaillé sur son message, quand on n'a pas travaillé sur qu'est-ce qu'on va présenter aux gens, c'est-à-dire les gens ils arrivent chez nous, qu'est-ce qu'on a à leur donner, qu'est-ce qu'on a à leur fournir, etc. Voilà. Bon. Je te laisse parler. Merci ta réponse très détaillée. On parlait de web marketing, donc un petit peu de la façon dont ça s'est fait dans le passé. Ouais. Toi, tu utilises un système que je vous recommande vraiment d'y jeter un petit coup d'œil si vous vous intéressez au web marketing. En ce moment, tu travailles, ça fait un petit moment déjà, avec un système de vidéo, d'emailing, ton business est principalement basé là-dessus. Sans rentrer dans la voyance, là on parlait de mars 2018 tout à l'heure, comment tu vois un petit peu l'évolution du web marketing dans le futur? Le web marketing c'est large, il y a pas mal de choses. La façon de marketer un petit peu ce qu'on fait sur le web en fait. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, il y a des trucs qui ont marché, il y a des trucs qui ont moins marché. Aujourd'hui, alors en France, en tout cas sur le marché francophone, parce qu'il n'y a pas que la France, c'est relativement différent de ce qui se passe sur le marché international ou sur d'autres marchés. Simplement alors moi je travaille un peu dans les produits d'information, donc pas seulement les produits d'information, mais je travaille beaucoup avec des gens et la plupart de mes clients sont des gens qui apprennent des choses à d'autres gens. Voilà. Donc soit sous la forme de formation qu'ils vont vendre sur leur site ou ailleurs, soit sous forme de bouquins, soit sous forme de cours, soit sous forme de coaching, soit sous forme de stages, de conférences, ils vont apprendre des choses aux gens. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, en France c'est pas du tout historique. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui c'est plus ou moins nouveau, parce que effectivement quand on va comparer simplement le marché américain par exemple avec le marché francophone là-dessus, et je pense qu'en France justement il y a beaucoup de choses qui sont très très mal faites et il y a l'opportunité de les faire bien, et je pense que ça va venir, ça commence vraiment à démarrer, ça commence à venir. Aux États-Unis, les produits d'information, ça date de, j'ai pas de date encore une fois, mais c'est vraiment des trucs, c'est antique. Et il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, il y a deux choses qui ont rendu ça possible et qui ont vraiment fait développer ce business, et deux choses qui n'existent pas en France. La première de ces deux choses-là, c'est l'utilisation de la voiture. Et aux États-Unis, donc les distances sont beaucoup plus longues puisqu'évidemment c'est plus grand, et on connaît tous les trucs avec je sais pas, il y a plein de films sur les road trips aux États-Unis où on voit ces grandes routes, le gars il est dans sa voiture américaine, et du coup on se dit c'est sympa, il y a 2-3 palmiers, il y a le machin, c'est sympa, on traverse le désert avec la caisse américaine, mais n'empêche que probablement au bout de 2 heures, le gars dans sa bagnole commence un petit peu à s'ennuyer. Et donc du coup, effectivement, il y a la plupart des produits d'information qui sont faits avant Internet,
peut-être pas la plupart, je vais pas les chiffrer tout, mais énormément de produits, il y a énormément de business, il y a des gens hyper connus aujourd'hui, notamment Anthony Robbins qui a fait sa fortune avec ça, et d'autres, dans différents domaines, c'est les produits d'information audio, donc à l'époque sous forme de cassette, qu'on va mettre dans son autoradio, et les gens consommaient ça. Alors dans toutes les études qui ont été faites, notamment sur les ventes d'Anthony Robbins, enfin des études que lui a faites auprès de ses clients, les gens écoutent ça dans la bagnole, écoutez ça dans la bagnole. Alors évidemment maintenant c'est passé au CD, mais il y a tout un truc autour des formats audio parce qu'il y avait une utilisation de la voiture qui était bien plus importante qu'ici qu'en France ou en Belgique ou en Suisse, alors là c'est encore plus petit, où les distances sont forcément plus petites. Alors ça c'est la première chose. Donc forcément en France on ne va pas spontanément acheter une formation audio par exemple. Alors effectivement il y a la vidéo et tout, mais ça c'est autre chose, j'en parlerai après. Mais le deuxième point c'est ce que les Américains appellent infomercials, donc c'est une sorte de téléachat. Hein. Simplement, alors il y a eu plusieurs changements sur les réglementations, enfin changements légaux par rapport à la télévision aux États-Unis. Il y a un moment où, au tout début, c'était, je crois, si je ne me trompe pas, les formats étaient limités par la loi en temps, et après ils ont complètement été interdits. Je dis peut-être une connerie sur les détails, mais enfin, sur cette partie-là, il faut vérifier, mais à partir d'un moment, ça a été dérégulé. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des pubs aussi longues qu'on voulait à la télé. Et les chaînes, il n'y avait pas le CSA comme en France, où c'est-à-dire pendant, je sais pas, moi, pendant toute ma jeunesse, il y avait 6 chaînes, quoi, où il y en a encore moins avant la TNT, etc. Et du coup, voilà, il y avait toutes ces chaînes. Alors aux États-Unis, effectivement, il va y avoir je sais pas combien de centaines de chaînes sur un truc classique. Et il y a toutes ces chaînes qui, toute la nuit, passe en boucle des trucs comme Anthony Robbins, c'est comme ça qu'il a commencé, c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. Je sais pas, il y a aussi bien des trucs pour râper les carottes que voilà, des trucs pour nettoyer, je sais pas, la salle de bain. Il y avait un truc, moi j'avais vu un reportage là-dessus sur la façon dont il travaille, voilà, une espèce de chausson, enfin cette espèce de chausson qu'on met sur les pieds avec une éponge, genre avec la gratounette verte en dessous, ça permet de récurer le sol sans avoir l'impression de travailler. Bon, ce genre de produits qui sont très souvent bidons, n'empêche que ce média-là a permis à énormément de gens, avec un petit budget, d'atteindre une audience de masse, et donc de développer des produits et de les vendre. Et effectivement, beaucoup de ces gens-là ont créé des produits d'information. Beaucoup de gens qui avaient des choses à apprendre aux gens, des choses qui pouvaient les aider à résoudre des problèmes, etc. Et qui effectivement n'avaient pas trop d'autres moyens, parce que à part, voilà, c'est vrai qu'écrire un bouquin, on fait très rarement fortune avec ça, à part si on est vraiment connu, et si on a déjà écrit d'autres bouquins, ou si on s'est fait un nom dans un autre domaine, si par exemple on s'appelle, je sais pas, on s'appelle Brad Pitt, et on écrit un bouquin complètement con sur la vie de Brad Pitt, vu qu'on s'appelle Brad Pitt, les gens vont l'acheter, même si c'est complètement nul, enfin c'est ce qui se passe avec, voilà. N'empêche que si on sort un peu de nulle part, mais qu'on a simplement des bonnes idées et des choses pour aider les gens, c'est très difficile de les rentabiliser autrement que par ça. Et donc les deux choses, c'est-à-dire le mode de promotion et le format, étaient vraiment adaptés. Maintenant en France, on n'a pas du tout eu ça. Et donc je pense que c'est les deux choses pour lesquelles la France n'a pas du tout été dans tout ce truc-là. Il y a eu une ruée vers l'or à un moment là-dessus, enfin, c'était avant Internet. Il y a des gens qui ont vraiment fait des fortunes colossales autour de ces choses-là, simplement en enregistrant alors il y en a même qui faisaient des conférences téléphoniques, donc on payait pour accéder à un numéro, je ne sais plus trop comment ça se passait, et ils enregistraient le truc. Alors c'est des trucs qui sont complètement inaudibles, parce que c'était des téléphones d'il y a je sais pas combien de temps, on peut en trouver sur Internet, c'est intéressant, sur le point historique, et aussi pour voir un petit peu, comment ça a progressé, enfin peu importe. Donc le format et le mode de diffusion. Maintenant, ces deux choses-là, elles n'existaient pas en France avant Internet. C'est-à-dire que c'était plus ou moins pas possible de faire la même chose parce qu'on n'avait pas ces deux choses-là. Les seuls gens qui vendaient des formations, alors c'est pas forcément des formations, mais des choses qui ressemblent à des formations, des choses qui apprennent des choses aux gens, voilà, c'était par exemple les DVD que vous voyez à la FNAC pour apprendre Photoshop, pour apprendre ceci, pour apprendre cela. Voilà. Et ça s'arrêtait plus ou moins là. Et c'est des DVD qui ont des tarifs, voilà, qui sont qui sont vendus, alors ce que les Américains, encore une fois, appellent commodity, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre ça très cher, parce qu'on achète ça dans un magasin, il y a des DVD concurrents à côté, enfin voilà, on compare un petit peu les trucs, et on ne vient pas chez quelqu'un parce qu'il a un message, c'est-à-dire quand on va chez le site de quelqu'un, qu'on est intéressé par cette personne-là, peu importe un peu le prix de ce qu'il y a à côté, parce qu'on ne va pas le comparer, parce que nous, ce qu'on veut, c'est cette personne-là, parce qu'on la suit, parce que ceci, parce que cela. Donc du coup, prix plus élevé, voilà, impact moindre de la concurrence, etc. Mais aujourd'hui, donc aujourd'hui, ça fait quand même un bout de temps qu'Internet existe, ça devient beaucoup plus facile parce que les deux problèmes sont résolus. Audience, on peut l'avoir, on peut l'acheter si on n'en a pas, hein. On peut l'acheter avec Google AdWords, avec Facebook Advertising, enfin voilà, juste avec un petit capital, de la même manière que ces gens-là à l'époque
achetait du temps sur ces chaînes de télé. Très souvent, Anthony Robbins, par exemple, le faisait la nuit parce que c'était à des heures pas possible, donc plus c'est tard, moins c'est cher, parce qu'il y a moins de gens qui regardent. On peut le faire aussi comme ça, en partant avec un petit budget. Et sur le mode de diffusion, bah, c'est la même chose, c'est toujours Internet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder une vidéo sur un écran, on va pouvoir écouter un fichier audio sur un écran, ou télécharger un guide pratique en PDF ou j'en sais rien, sans forcément vendre un bouquin par une maison d'édition et récupérer voilà, des miettes après que tout le monde se soit rincé au passage, les distributeurs, la maison d'édition, etc. Donc les deux choses sont rendues possibles. Le problème, alors je continue un petit peu là-dessus, ça va être rapide, mais le problème c'est que comment dire, effectivement, il y a beaucoup de gens, moi j'ai fait la même erreur hein, pendant pas mal de temps, qui sont dit effectivement, qui sont dit ce que je viens de vous dire, voilà. C'est génial, avec Internet on peut faire la même chose. Simplement, ils ont été voir ce qui avait marché le mieux aux États-Unis pour essayer de le faire en France, faire exactement la même chose. Et le problème forcément, c'est que les motivations des gens elles sont pas pareilles, la culture n'est pas la même, les attentes des gens sont pas les mêmes, on peut pas faire les mêmes formats forcément, on peut pas utiliser le même marketing forcément, et mais c'est pour ça qu'on a vu énormément de trucs hyper kitsch avec voilà, ces anciennes pages de vente un peu à l'ancienne, avec des produits souvent complètement bidons, et des choses qui collent pas du tout avec notre mentalité, qui sont vraiment complètement à côté de la plaque, parce que bah voilà, c'est des gens, et moi je faisais partie de ces gens-là, qui se sont dit bah tiens, ça marchait, ça cartonnait sur le marché américain, aujourd'hui en France on a à la fois le mode de diffusion et à la fois les formats qui sont possibles, qui rendent possible la chose, donc on va le faire, et donc du coup bah voilà, on va pas se prendre la tête, on va faire le même truc, et du coup effectivement il y a des gros problèmes là-dessus. Maintenant je pense qu'on arrive sur une deuxième étape dans laquelle il y a des gens qui commencent à se distinguer vraiment en faisant quelque chose de très différent de ce qu'on peut voir aux États-Unis, avec un ton, comment dire, c'est pas seulement le ton. Alors sur le ton, je peux pas. Alors je vais te faire une interview, ça va durer 30 ans, machin. Mais on va peut-être la couper en 4. Ouais, sur le ton, justement, si on s'intéresse à ça, ne serait-ce que. Alors regardez par exemple les gens qui font, je sais pas si vous parlez à des gens qui des copywriters, ou même des boîtes par exemple qui vendent des logiciels en ligne, vous savez, des web apps où on va payer un abonnement, etc. Ou j'en sais rien. Des gens qui font du marketing, mais dans plusieurs pays, des anglophones. La plupart de ces boîtes-là, ou de ces gens-là, ils vont avoir un message différent, peut-être pas la plupart, mais moi j'en connais qui le font, ils vont avoir un message différent pour les États-Unis et pour l'Angleterre. C'est-à-dire c'est la même langue, la Grande-Bretagne, enfin ça a plein de noms le machin. Royaume-Uni, voilà. Ils vont avoir un message différent pour les États-Unis et pour la Grande-Bretagne, parce que ça a été testé, hein, et c'est connu d'ailleurs, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, un langage agressif, un marketing un peu rentre-dedans va marcher mieux, et comment dire, en Grande-Bretagne, un truc un peu plus soft va marcher mieux. Voilà. Et nous, on est encore, enfin voilà, je pense, la France, c'est encore autre chose. Et au contraire, en France, je pense qu'on a besoin davantage d'accrocher sur la personne, sur le message. C'est pour ça que j'en parlais aussi tout à l'heure. Une fois qu'on a accroché sur le message, sur la personne, qu'on a envie de suivre quelqu'un, on va avoir peut-être une fidélisation qui va être beaucoup plus importante, que la fidélisation est toujours plus importante d'ailleurs quand on travaille sur le message plutôt que sur des trucs un peu rentre dedans. Mais l'idée c'est ça, c'est que le message, le ton, la façon dont on amène les choses doit être différent, mais ça va bien au-delà. Les motivations, on en parlait au séminaire de Budapest, j'avais fait un séminaire à Budapest, on en parlait, les motivations elles sont hyper différentes aussi. Comment dire, aux États-Unis, il y a le truc, le rêve américain, voilà, donc c'est le rêve américain, c'est ça, c'est les héros, c'est le héros type, c'est le gars qui ramassait les poubelles, hein, et qui a galéré, et qui un jour a réussi et s'est acheté 5 baraques de je sais pas combien de mètres carrés, et un garage à Lamborghini, et un machin avec 5 piscines, etc. Enfin, c'est vraiment ça, c'est le rêve américain. Le rêve français ou européen, je pense, en règle générale, il est très différent. Et donc, ce qu'on disait, la première chose que vont faire les gens quand ils gagnent un peu d'argent en France, par exemple, c'est s'acheter une résidence secondaire ou partir en vacances. Ils vont planifier leur retraite, beaucoup de gens mettent énormément d'argent là-dedans, ils font vraiment des efforts pour ça. Et il y a le côté mode de vie, lifestyle, dont tu parles, toi, sur ton site, qui, je pense, est beaucoup plus important en France, où, regardez par exemple le temps qu'on passe au resto en France. Aux États-Unis, ils vont ramener un espèce de plateau repas dégueulasse, c'est un sandwich avec du pain de mie immangeable, qu'ils ont fait chez eux la veille, qui a macéré pendant toute la matinée au bureau, et qui vont bouffer devant l'ordinateur le midi. Nous, chez nous, je pense qu'en Europe, on est parmi ceux qui prennent le plus de temps à table, par exemple. Donc il y a vraiment, alors après, il faudrait étudier le machin, mais c'est vrai que ça se sent, et ça se voit quand on teste deux argumentaires de vente différents, l'un sur une optique beaucoup plus américaine, vous allez gagner plein d'argent,
argent, vous allez, voilà, etc. Et une optique mode de vie, une optique celle dont je parlais ici, quoi. Donc il y a les motivations, il y a le ton, il y a énormément de choses. Et si on arrive à faire ça, en fait, c'est pas si compliqué que ça si on part pas du truc américain. Moi, j'ai pris ce chemin et je pense beaucoup de gens qui ont commencé un petit peu, pas forcément au début d'Internet, mais à un moment où, voilà, effectivement, on se disait c'est un truc énorme, quoi. Aux États-Unis, c'est un truc de malade, il y a personne qui le fait en France, on va faire fortune en faisant ça. Et en fait, en recopiant le truc exactement texto, ça marchait pas forcément aussi bien que ce qu'on commence à voir aujourd'hui. Donc pour revenir à ta question sur l'avenir du web marketing, je pense que justement, on est en train de voir de plus en plus de gens qui ont une approche qui est complètement différente. Il y a un truc qui se passe qui est vraiment francophone, qu'on peut voir aussi dans d'autres pays européens, et qui est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. À la fois, je pense, les gens qui vendent des choses parce que ils ont la capacité, non pas de vendre un truc en one shot avec un truc hyper agressif à l'américaine, mais vraiment de développer une personnalité, d'avoir des gens qui les suivent sur la durée et donc de monter des business stables. Et puis évidemment pour les clients, parce qu'on va leur donner des choses qui sont en général plus intéressantes, qui vont correspondre davantage à leurs attentes, à leurs rêves en termes de mode de vie, etc. Enfin voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Merci pour ta réponse détaillée. Petite dernière question avant qu'on aille se promener dans Cluj tranquillement en sympathique samedi ensoleillé. Ce qu'on remarque, alors que ce soit les gens qui te suivent finalement, ou les personnes qui suivent Lifestylers, les gens qui se lancent sur internet, qui montent des blogs, ont un gros problème finalement avec l'efficacité et la gestion de leur temps. Toi, tu es quelqu'un finalement qui a des systèmes, qui suit des procédures, et finalement tu bosses quasiment rien, et pourtant tu arrives à avoir des résultats qui sont vraiment intéressants. Il n'y a pas un problème, d'après toi, dans la façon dont les gens utilisent leur temps et finalement vont griller leur journée sur internet, mais finalement, au bout du compte, au niveau productivité, efficacité, avoir pas fait grand chose. Le gros problème, c'est il y a plein de gens qui se disent moi je bosse sur internet, donc à partir du moment où ils passent du temps sur internet, ça leur donne l'impression de bosser. N'empêche que c'est pas ça qui va faire des ventes, c'est pas ça qui va développer un business. Le truc, c'est que moi je passe très peu de temps sur un ordinateur en fait. C'est parce que j'ai fait ce que je te disais tout à l'heure, j'ai fait un peu une overdose d'ordinateur pendant pas mal de temps. Il y a une époque où je bossais 15 heures par jour, j'avais la tête serrée dans les vissés sur l'écran, et il y a un moment j'en pouvais plus, quoi. Et donc effectivement j'ai développé un système maintenant qui me demande pas de bosser tant que ça. Je passe beaucoup de temps à lire, à consulter du contenu, etc. Mais à travailler moi, je passe vraiment pas beaucoup de temps, et encore moins, la plupart de mon temps de travail, et même pas sur l'ordinateur. C'est-à-dire je vais faire des vidéos, je vais créer du contenu, des formations, des choses comme ça, mais pas sur l'ordinateur. Le truc, c'est lié un petit peu à ce qu'on appelle, alors vous connaissez peut-être, la règle des 80-20, je peux en parler, ou je sais pas si tes auditeurs... Non, j'en ai déjà parlé sur Lifestylers. Donc l'idée c'est ça, c'est que la plupart du temps, sur 100 heures de travail, c'est pas forcément les chiffres exacts, mais il va y avoir 10-20 heures de travail qui vont produire 80% des résultats. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, on le voit encore plus, parce que et puis avant c'était l'email, maintenant c'est toujours un truc avec un machin instantané, un petit peu addictif. Il y a des études là-dessus sur l'addiction à ça qui sont super intéressantes. Je vais pas en parler parce qu'on va partir dans un truc, ça va. Comment dire, vous ne connaissiez pas vraiment Jean, donc il est parfois un petit peu bavard. Ouais, je parle un peu beaucoup. Mais non, l'idée c'est ça, c'est simplement de se demander. Non, ça va aller. Mais de se demander quelle est la partie de mon travail en fait qui apporte le plus de résultats. Et surtout, et je pense qu'on peut aussi faire un truc complètement différent. Et moi, c'est ce que j'ai fait ces dernières années autour de projets comme celui que j'avais de voyager, comme celui que j'ai aujourd'hui avec une maison à la campagne, où effectivement, le but c'est pas seulement d'avoir une maison à la campagne, c'est aussi d'avoir un mode de vie un peu différent, où après avoir passé je sais pas combien d'années devant un ordinateur, on se met à être plus c'est un peu Erta, c'est quoi le truc là, c'est le goût des choses simples, j'en sais rien, mais c'est un peu non mais voilà, c'est un petit peu le retour à c'est pas le truc du Larzac après mai 68, mais l'idée c'est de revenir, c'est un rêve un peu de gosse et tout. Simplement c'est un mode de vie qui n'est pas forcément adapté à rester 10 heures par jour devant un ordinateur. Donc moi ce que j'ai fait, et ce que j'avais fait aussi pour le voyage, et que vous pouvez essayer, et ne serait-ce que de s'asseoir à une table pendant 5 minutes pour réfléchir à ça, ça peut changer énormément de choses dans la façon dont vous organisez, vous concevez votre business, ou vous le planifiez, c'est de partir de la fin, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que je veux moi, non pas seulement en termes, alors surtout pas en termes d'argent uniquement, parce qu'il y a plein de gens qui vont, tout le monde veut gagner le plus d'argent possible, c'est comment dire, si vous fixez une limite,
vous pouvez pas vous dire, bah voilà, moi alors je sais pas, je sais même pas comment expliquer le machin. Mais si vous avez un objectif qui est uniquement financier, monétaire, le problème c'est que vous allez accepter un peu n'importe quel type de boulot du moment que ça vous rapporte de l'argent et que vous allez vous retrouver dans un truc où vous êtes dans un mode de vie, enfin la plupart des gens, moi je le vois, des entrepreneurs, des gens qui me suivent par exemple, qui se disent bah voilà c'est génial, je vais monter une boîte comme ça, je serai indépendant, j'aurai du temps libre, je fais ce que je veux. Et au final, ils se retrouvent 10 fois plus stressés, ils se retrouvent avec encore moins de temps libre, ils se retrouvent avec encore moins de temps pour leurs proches que ce qu'ils avaient avant en étant salariés. Donc l'idée c'est que, comment dire, si vous avez un projet, et je pense que si vous suivez le blog de Greg, c'est que ce genre de choses vous intéresse, ben voilà, on est sur le lifestyle, mode de vie, machin, c'est ça, c'est donc de partir du mode de vie rêvé qu'on a, c'est-à-dire de se dire, voilà, moi dans une journée, qu'est-ce que je veux faire, hein, et à partir de là, créer un business à partir de ça, donc en se fixant des règles. Donc, par exemple, si l'objectif c'est d'avoir, je sais pas, toutes les après-midi libres pour aller cultiver des pommes de terre dans son champ, eh bien, le projet de business ne doit pas inclure de travail l'après-midi. Ou si voilà, c'est du voyage, alors moi le voyage, il y avait plein de choses qui n'étaient pas possibles de faire, et donc du coup que j'ai pas fait. Et au final, la plupart de ces choses-là, bah, c'est les premières choses qu'on coupe, c'est forcément celles qui prennent le plus de temps, qui bousillent le plus d'énergie, et donc on se retrouve avec un business qui est peut-être un petit peu minimaliste dans le sens où on pourrait en faire plus, et moi je pourrais vraiment en faire plus, c'est-à-dire que enfin on en parlait par exemple sur le coaching, je pourrais faire du coaching, je pourrais faire, je sais pas, je pourrais faire plein de trucs, je pourrais passer beaucoup plus de temps, parce qu'effectivement je travaille pas beaucoup en nombre d'heures, donc je pourrais passer par exemple tous les après-midi à écrire des articles par exemple, du coup je pourrais faire des articles invités un peu partout, je pourrais sortir un bouquin tous les ans, tous les 2 ans par exemple, je pourrais faire plein de trucs, mais c'est pas ça, enfin c'est pas le but de mon business. Le but de mon business c'est justement de permettre le mode de vie que j'avais envie de créer. Donc, il y en avait un, il y en a un deuxième, moi j'aime bien créer des... Enfin voilà, il y en a probablement peut-être un troisième, c'est un peu parfois des délires, des trips, on se dit bah voilà j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'expérimenter ce truc là, et donc le défi c'est d'arriver à organiser un projet de business autour de cette idée là. Alors forcément ça correspond pas à tout le monde, mais c'est un truc qui est intéressant, moi c'est un des trucs qui m'avait motivé, et je pense pas mal de gens aussi, c'est le bouquin de Tim Ferriss qui était sorti à l'époque, La semaine de 4 heures, qui est vraiment autour de ça aussi. Alors effectivement ça va pas forcément dans pas mal de détails, mais c'est un truc qui motive aussi autour de ça, autour d'un projet comme ça, on va partir d'un objectif en termes de mode de vie, et on va l'adapter au business. C'est pas l'inverse, parce que le gars qui bosse 4 heures par semaine, il pourrait forcément faire beaucoup plus de choses, et donc développer plus son business, etc. Maintenant, le fait de se limiter volontairement, ça permet souvent d'identifier les trucs où il y a le plus gros effet de levier. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait en faire plus, effectivement, moi je pourrais écrire des articles tous les après-midi, mais c'est pas forcément ça qui apporterait le plus de changement, parce que quand on se concentre sur moins de choses, c'est forcément les choses qui ont le plus d'impact, et donc les choses qui, comment dire, si on rajoute un truc, du coup on va pas rajouter le truc qui prend plus de temps, on va peut-être un petit peu étendre, et souvent on trouve des solutions qui sont plus intelligentes du fait qu'on ait une limite, du fait que tout soit pas possible mais qu'on ait une limite, pour soit automatiser, soit voilà, trouver un truc un peu ingénieux pour appliquer un effet de levier ou pour j'en sais rien. Voilà. Ça permet vraiment d'aller à l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup Jean. Je t'en prie, merci. Hein. On va se promener? Ouais, parfait. Bon salut chez vous.